願いやめて。ケンちゃんケンちゃん、私をお願い、目を覚まして。愛してる。はい、カット。I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, cours de mime! Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus? La mer suce des queues en enfer. And I am the best film director in the world. Bonsoir à tous et bienvenue dans The Cinema Show sur Radio Campus Montpellier. Nous sommes ensemble pendant 1h30 pour parler des films de la semaine et pour m'accompagner dans cette tâche, je serai entouré de Vincent. Bonjour. Et il y aura des petits allers-retours de Simon, si j'ai bien compris. Comment vous allez ? Très bien. Ça va très bien, on est content d'être avec toi, je crois. Oui. En régie, on retrouve l'inoubliable Arnaud accompagné de l'étincelante Déborah. Ce soir, notre scène de la semaine était un extrait de Ne coupez pas de Shinichiro Ueda. Ce choix n'est pas anodin puisqu'il a un rapport direct avec un des films que nous allons aborder. Donc ce soir, le programme, on aura Coupé de Michel Hazanavicius, Junkhead de Takahide Ori et Frères et Sœurs de Arnaud Desplechin. Durant cette émission, nous ferons un point sur le Festival de Cannes avec notre chroniqueuse Alissa et nous recevrons 2 membres de VHS Studio qui ont remporté le prix TCS de la meilleure référence lors du dernier 48 heures que nous avons organisé. Vous retrouverez en fin d'émission le traditionnel quiz de la semaine animé par Marie. Débutons donc rapidement avec les news. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter and here's what's making news. Et donc cette semaine, il y a eu très peu d'actualités en dehors du Festival de Cannes, mais on a quand même un sommaire, l'analyse du CNC de la fréquentation des salles et 2 disparitions. On commence tout de suite avec le CNC, le Centre national du cinéma et de l'image animée, qui a mené une enquête en se demandant pourquoi les Français vont-ils moins souvent au cinéma ? Évidemment, il faut prendre en compte le contexte avec la crise du coronavirus, avec 300 jours de fermeture des salles de cinéma en 2020 et 2021, ainsi que les réouvertures sous contrainte, port du masque, passe sanitaire, vaccinal, interdiction des confiseries. Mais aujourd'hui, nous ne sommes toujours pas revenus à une fréquentation d'avant-crise. Le CNC avance donc 5 raisons que je vais vous énoncer. La perte de l'habitude d'aller au cinéma, le prix des billets qui est beaucoup trop cher, le fait que les spectateurs ne voulaient pas porter un masque quand il était obligatoire, l'attrait des plateformes, et d'ailleurs une étude de l'Association française des cinémas d'art et d'essai démontre bien que les plateformes piquent bien des spectateurs aux salles de cinéma. Et la dernière raison, c'est le fait que peu ou pas de films ont donné envie de faire le déplacement. Du coup, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette analyse ? Moi, je suis particulièrement d'accord avec la dernière proposition, c'est qu'il y avait peu de films qui paraissaient intéressants dans les sorties cette année. Enfin, en tout cas pour moi, ouais, j'ai trouvé. Il y avait plein de semaines où je voulais beaucoup aller. Genre Avatar, des trucs comme ça. Qui vont sortir, c'est ça. Ouais. Mais donc là, c'est cette année. Ça pourra, oui, mais ça pourra relancer. Mais qui sont sortis cette année. Moi, il y a eu beaucoup de semaines où je voulais aller beaucoup au cinéma.
mais il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait du tout, quoi. Ouais, mais j'ai l'impression que c'était ça déjà les années d'avant, non? C'est pas... Ça m'a moins marqué les années d'avant, mais voilà, ça dépend des semaines toujours. D'accord. Après, ouais, le constat, il semble, je sais pas, il semble logique, évident et logique. Moi, il y a juste la perte de l'habitude d'aller au cinéma qui me fait vraiment marrer comme raison. Enfin, ouais, mais il faut que tu sors de ton microcosme, Benoît. Ça faisait longtemps que j'avais pas dit cette phrase. Fallait que je la dise. Non, mais c'est vrai, tu vois, le spectateur lambda, effectivement, il perd l'habitude et en même temps, il a l'habitude de consommer des films d'une autre façon. Les films qu'il pouvait avoir en salle, il peut les voir aussi sur Netflix, sur Disney+, et compagnie, donc c'est normal qu'il y ait moins de gens qui prennent cette habitude d'aller au cinéma clairement. Côté. Après, ce qui est drôle, c'est que le cinéma a toujours réussi à résister, on va dire, à toutes les nouvelles inventions, entre guillemets, tout ça, la télé, bon voilà, et compagnie, même le début d'Internet en vrai. Et mais là, on a vraiment l'impression qu'il y a comme une urgence. Mais je pense que ça vient aussi du fait de la crise qu'on a traversée et qu'on traverse encore. C'est les fameuses morts du cinéma. Ouais, et où en fait le cinéma revit toujours. C'est fort. Le 7e art. Waouh, putain. Et bah, si cela vous intéresse, l'intégralité de l'étude est disponible sur le site du CNC. Passons maintenant à 2 tristes nouvelles. J'ai l'impression de porter la poisse car à chaque fois que j'anime, c'est pour annoncer des disparitions dans les news. Mais c'est que ça te plaît, c'est pour ça. Ah bah, j'adore. Donc nous avons appris que le compositeur grec Vangelis est mort dans la nuit du mardi 17 mai. Il était notamment connu pour la musique des films Blade Runner, Les Chariots de Feu ou encore 1492 Christophe Colomb. On perd un très grand artiste qui a contribué de manière remarquable à la musique au cinéma. Un homme part mais sa musique reste, n'est-ce pas là le but ultime de l'art ? Vous, qu'est-ce que vous pensez de Vangelis ? En fait, je pensais que tu allais nous poser la question, qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de dire là ? Un homme part, l'œuvre reste. Et ben je suis d'accord avec toi pour ça, Benoît. Non, sinon, je sais pas. Moi, je connaissais peu, enfin, si ce n'est par Blade Runner, justement. Donc, ouais, j'ai pas trop d'avis sur la question. Pour moi, c'est une chose qui arrive de mourir. C'est une chose qui arrive. Et ben, restez à la pause musicale. Voilà. Il y aura peut-être un morceau de cette personne. Peut-être. Je sais pas. Arnaud voulait le morceau avec Demis Roussos, mais il est un peu triste. Non, il y a Raphaël qui dit j'ai animé le jour de Gaspard Ulliel, donc t'inquiète. Ah, d'accord. Ah oui, ouais. C'est vrai que là, ça avait chamboulé tout le programme. Je me rappelle, c'était un mercredi. Et du coup. L'épisode ski, c'est plus ce que c'était. La même semaine, nous avons malheureusement appris la mort de Jean-Louis Comolli, un peu moins connu mais tout aussi important. Critique de jazz et de cinéma, il a été rédacteur des cahiers du cinéma de 1966 à 1971. C'était aussi le réalisateur de plusieurs films comme Les Deux Marseillaises, La Cecilia ou encore L'Ombre Rouge. Il s'est beaucoup attaché à filmer la vie politique de Marseille et aussi l'auteur d'un texte théorique important sur le cinéma, Comment filmer l'ennemi, en évoquant le Front National. Donc une carrière qui a été autant du côté de la théorie que de la pratique. Voilà, donc qu'est-ce qu'on un petit mot à dire Jean-Louis Comolli, c'est surtout, ça me rappelle les cours de fac, quoi. Ouais. J'imagine que toi aussi on t'en avait parlé. Toi t'as pas fait la fac, donc j'ai fait une école où on ne parlait pas de Jean-Louis Comolli. Voilà. De comment Jean-Louis c'est pas ça? Oui, c'est ça. Jean-Louis Comolli, c'était pour voir, tu vois, t'y croyais pas trop, tu savais pas. Non, voilà, après je connais pas plus que ça le monsieur. Et bah écoutez, les news c'est déjà terminé pour cette semaine. Passons maintenant à nos débats de la semaine. Alors au programme d'aujourd'hui, Coupé, Junkhead et Frères et Sœurs, et on commence tout de suite avec le dernier film de Michel Hazanavicius, Coupé, qui est un remake du film japonais Ne coupez pas, dont nous avons passé un extrait en début d'émission. Est-ce que Hazanavicius a réussi à faire aussi bien que l'original ? Réponse après la bande-annonce. C'est un peu abstrait l'histoire, non ? C'est génial! Oui, nique-le! C'est un chef-d'œuvre! Fais tes adieux, sac à merde!
à la réplique. Saloperie de zombie! Oui! Nique-toi! Nique-toi, c'est plus la merde! C'était dans le texte, ça? Ouais. Enfin, c'est pas au mot près, mais c'est l'idée. Fais la merde! Oui, je nique! Oui, c'est ça, l'état, c'est génial! C'est ça, on est prêts! Faut tourner! Il est au ken, il faut ken! Vite, allons à la voiture. Putain, c'est nul. Bah, c'est pas... Bah, c'est de l'impro, quoi. Pourriture zombie. Je vais tous vous ouvrir le cul. Vous savez où on en est là? Parce que moi je suis un peu battu là. Je vous cache pas que je suis un peu dans les choux là. Coupé de Michel Hazanavicius, petit synopsis. Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté, entre techniciens blasés et acteurs pas vraiment concernés, seul le réalisateur semble investi de l'énergie nécessaire pour donner vie à un énième film d'horreur à petit budget. L'irruption d'authentiques morts-vivants va perturber le tournage. Et donc du coup on a, comme on l'a dit au début, c'est un remake d'un film japonais avec un casting français, donc Romain Duris par exemple, Bérénice Bejo, Grégory Gadebois, Fingad Oldfield, donc vraiment pas mal de choses. Je propose à Simon de commencer, qui a aussi vu l'original. Bah ouais, j'ai découvert l'original la veille de voir celui-là, donc j'ai vu 2 fois le même film à la suite puisque là on est vraiment dans un remake au sens littéral, puisque le film en lui-même, le film français, on joue, puisqu'il cite à plusieurs reprises le film japonais limite, et puis il y a le personnage de la productrice qui revient et qui était déjà très drôle dans le film japonais. Donc j'ai l'impression que je vais que comparer avec le film japonais, que j'ai vraiment adoré. Je connaissais le concept, mais je voyais pas en fait, mais je connaissais pas en fait la deuxième partie, parce que en fait le film est en 2 parties et le film français pareil. Donc ça m'avait beaucoup surpris, et en fait je sais pas si c'est parce que donc là je le savais déjà ce qui se passait dans la deuxième partie. Pour pas trop spoiler tout de suite, en tout cas après on pourra en parler, parce que sinon on va pas pouvoir parler beaucoup sur le film, voilà. Mais je sais pas si du coup c'est parce que je connaissais ce qui allait se passer dans la deuxième partie que dans le film français j'étais très attentif pour certaines choses au début du film, et je trouvais que c'était un peu trop contrairement au film japonais, un peu trop appuyé. Alors après, je sais pas, peut-être que si je revois le film japonais, je verrai aussi que c'est hyper appuyé tout ça. Mais là où je trouve que le film japonais était très ludique, on va dire, c'était vraiment un plaisir, quoi, un truc très ludique, très plaisir cinéphilique, tout ça, cinéphilique, ça c'est notre émission. Là, dans la version française, j'ai l'impression que c'est plutôt une démonstration de force. C'est un truc qu'on veut te faire passer vraiment, et tiens, regardez, vous avez compris, le film veut un peu se la raconter. Après, c'est bien fait, j'ai l'impression qu'il veut plus marquer des choses aussi sur l'émotion, ce genre de choses, avec le côté familial, comment se finit le film d'ailleurs, c'est vraiment ça, tout ça. Les personnages, j'ai l'impression qu'ils sont peut-être un peu plus creusés, mais dans le même temps, je trouve que c'était assez dans le film japonais. Le film japonais fait 1h30, celui-là il fait 1h50, et j'arrive pas à comprendre où les 15-20 minutes qu'il y a en plus, où elles sont en fait, dans quoi elles ont été mises. Alors je vois peut-être on voit un peu plus les acteurs et actrices se préparer, il y a plus de scènes aussi avec les producteurs, tout ça, donc ça c'est dans la deuxième partie, mais est-ce que ça apporte vraiment quelque chose au film en plus? Je sais pas. C'est pas un mauvais remake, mais il fait pas le figure par rapport au film japonais, j'ai l'impression. Et du coup, toi, Vincent, qu'est-ce que tu en as pensé? Je pense à peu près pareil. En fait, moi, j'ai vu j'ai vu l'original il y a quelques mois. Alors, moi, c'est parce que je l'ai découvert en entendant des gens en parler d'un film japonais avec ce concept-là. Je me suis dit, ça a l'air trop bien. Mais je l'étais juste croisé dans la rue, j'ai entendu des bribes de mots, puis ça m'est réarrivé. Mais là, ça parlait d'Azanavicius, alors j'ai pas compris, et j'ai cherché sur internet, j'ai trouvé le film. Donc, je savais à quoi m'attendre, je connaissais tout le concept, et l'original, il avait réussi à me faire douter que j'étais en train de regarder le bon film. Je me suis dit, mince, je me suis trompé en fait, parce que surtout que c'est moi qui avais cherché et j'avais eu l'impression de trouver le bon. Mais tu peux le dire déjà, le truc de la deuxième partie, maintenant on spoil. Ça y est, spoiler. Alerte spoiler. Du coup, effectivement, le truc de la deuxième partie, c'est que tu vois ce qui s'est passé en tournage, et du coup ça explique toute la première partie qui est un plan séquence
qui est le film qui passe à la télé, en gros. Et la deuxième partie, c'est qu'on voit tout le tournage du film et que tu comprends pourquoi tout le tournage, tout ce qui s'est passé dans le tournage, il y a plein de trucs qui se passent, tu comprends rien. Et voilà, et le premier film. Oui. Ce qui est intelligent sur le premier film, et bon, là qui est. Bon, on en revient, on va en reparler, mais c'est que comme il y a un film dans le film, bah tu te doutes pas donc qu'il y a encore une strate au-dessus, voilà. Et c'est ça qui te surprend, et tu finis par croire que même si c'est mal joué tout ça, c'est parce que c'est un film de série Z, série B, voilà. Complètement. Alors que là, dans le film français, il assume le fait que ça soit vraiment un film dans le film dès la première seconde, puisque dès la première seconde, t'as un générique aussi avec des noms qui sont inconnus, et donc tu ne vois pas qu'il y a écrit Romain Duris, ce genre de choses. Donc lui, il te dit clairement, non, vous inquiétez pas, c'est vraiment un film dans le film, et vous allez comprendre peut-être après, quoi. Et je pense qu'il veut l'assumer, mais est-ce que c'était la bonne solution ? Du coup, c'est moins surprenant, effectivement, parce que voilà, moi... Je me disais, je suis en train de regarder une bouse, et petit à petit, tu comprends avec l'original que c'est pas une bouse, et ça devient de plus en plus excellent, quoi. Et donc ça, moi, vraiment, il m'avait fasciné ce film. Et là, effectivement, comme tu dis, ça appuie plus les blagues. Il y a même des blagues qu'ils ont choisi d'appuyer plus. Je pense au mec qui joue le Perchman. Et ben là, il appuie beaucoup plus que dans l'original. Mais dans l'original, ils appuient beaucoup plus le gars qui est alcoolique aussi, je trouve, tu vois, que dans celui-là. Ouais, c'est vrai, mais je sais pas, là il y avait des trucs qui marchaient moins bien, et ça. Il rajoute le personnage de musicien aussi dans celui-là. Oui, alors celui-là est très bien, par contre. Moi, celui-là, justement, ils ont fait quelques trucs en plus qui sont très bien. Ce personnage-là, Bérénice Bejo, je trouve son personnage très bien joué aussi, par rapport à l'original, où en fait il y a un moment, il y a moins de choses, il y a une cassure, on va dire, à un moment dans ce personnage, mais on comprend un peu moins, alors que là, Bérénice Bejo, il y a une scène en plus qui explique, et tu fais ok, c'est trop bien. Voilà, mais donc pour moi ça reste très bien comme film, mais effectivement l'original, et puis il est plus bordélique, il est plus brouillon, et ça marche mieux, tu vois, mais en même temps comme il est beaucoup plus brouillon et bordélique comme tu le dis dans la première partie, quand ça se stabilise et que ça devient un film un peu plus classique entre guillemets dans la seconde, t'as vraiment un contraste assez fort, alors que là, même dans ça se voit, ils ont essayé de faire une colorimétrie légèrement différente et tout, mais finalement elle change pas trop par rapport au film quand il devient classique, quoi. Donc t'as moins ce gros marquage entre les deux, et puis tout est beaucoup plus appuyé. Voilà, il y a un humour aussi un peu français qui a été ajouté avec quelques jeux de mots, on dit pas kiki, voilà, des trucs comme ça, tu vois. Et moi ça m'a pas fait forcément rire, et je trouve que l'usage du décor, le décor est beaucoup plus impressionnant dans la version française, mais il l'utilise très mal, je trouve que c'était beaucoup mieux dans la version japonaise du coup, et je trouve que le décor a une très grosse importance dans les deux films, donc c'est un peu dommage ça aussi. Et puis aussi, moi je suis pas trop convaincu par l'acteur, le deuxième acteur principal, Finnegan Oldfield, qui joue le comédien, qui joue le jeune, c'est ça, Finnegan Oldfield, il m'a pas trop convaincu dans ce film là, par rapport à l'original aussi. Enfin, après ils ont essayé de plus marquer son personnage, pareil, de le rendre plus humoristique. Après mais c'est pas évident aussi à juger, je pense, parce que c'est pas évident de juger un jeu dans une autre langue, surtout quand c'est pas une langue occidentale comme l'anglais ou quoi. Donc là c'est du japonais, donc on peut se dire ça passe ou quoi, ou même c'est fait exprès parce que la première partie en mode série Z c'est fait exprès, alors que là direct t'entends que ça sonne mal ou que c'est un peu bizarre. Donc, on est moins indulgent avec le français. Bah écoutez, je pense que mais toi, t'as rien dit, Benoît. Vous avez quasiment tout dit. Ouais, mais toi, t'étais fan en plus original. Tu voulais pas voir le film d'ailleurs à la base. Au départ, je voulais pas voir coupé parce que je me dis c'est bon, j'aime trop l'original pour aller me refaire chier. Moi aussi, j'ai adoré l'original, tu vois, mais j'étais content d'aller voir le remake. Au final, j'y suis allé grâce au Pass Gaumont. Sinon, voilà, je pense pas que j'y serais allé. Et je pensais que j'allais vraiment détester, mais en fait, c'est surtout moi la première partie du remake, j'ai pas trop apprécié parce que forcément, on a la surprise, c'est un peu plus appuyé, comme vous avez dit. Moi, quand j'avais vu le film japonais, j'étais vraiment en mode mais je suis devant quoi ? Et je commençais à remarquer les petits trucs. Je fais tiens, ça c'est suspect, j'espère que ça va arriver. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Et je trouve qu'il y a quand même des petites déceptions. Par exemple, dans le film original, un truc tout con, mais on voit l'équipe réelle sur le générique de fin qui filme. Donc je trouve que ça apporte une strate en plus du film dans le film. Oui, le making of de fin. Ouais, ça c'est trop bien aussi. Et
j'ai passé un bon moment, mais si je voulais vraiment être méchant, c'est quand même une bonne VF à 4 millions, quoi. Ouais, je sais pas si c'est le budget exact, mais c'est parce qu'il n'y avait pas de VF du coup pour l'original, ils ont refait le film. Ça reste quand même quasiment du plan par plan pour beaucoup de choses. Et puis tu sens que tout est beaucoup plus fin, parce qu'il y a beaucoup plus de budget, tu vois, le plan séquence, tu sens qu'il est beaucoup plus monté, chiadé, voilà. Il est moins organique, quoi, tu vois. D'ailleurs, j'avais lu que c'était un faux plan séquence aussi, donc ça me c'est sûr que c'est un faux plan séquence. Mais dans l'original, est-ce que c'était un vrai plan séquence déjà ? Apparemment, je crois que oui, je m'avance pas. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est justement le producteur Vincent Maraval qui a proposé de faire le remake à Zanavicius. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de se dire tiens, c'est un producteur qui propose le film. Mais ouais, et juste pour ajouter, c'est vrai que ce film là, contrairement au film à twist et tout, où on se dit le deuxième visionnage on va se concentrer pour bien regarder ce qu'on avait manqué dans le film, là le twist comme il est au milieu, on a déjà le deuxième visionnage en fait. Donc quand tu revois couper là de Azanavicius moi le lendemain, j'ai eu l'impression que j'avais déjà un troisième et un quatrième visionnage du film, tu vois, c'était un peu lourd, quoi. Et moi je pense qu'on a tout dit sur Coupé, et pour notre second film de la soirée, on fait une petite pause avec le cinéma français pour repartir au Japon d'une certaine manière avec une curiosité, Junkhead. Réponse, qu'est-ce qu'on en pense ? Qu'est-ce que j'en pense ? Réponse après le trailer. Junkhead de Takahide Ori. Synopsis: l'humanité a réussi à atteindre une quasi-immortalité, mais à force de manipulation génétique, elle a perdu le pouvoir, la faculté de procréer, et décline inexorablement. En mission pour percer les secrets de la reproduction, Parton est envoyé dans la ville souterraine où vivent des clones mutants prêts à se rebeller contre leur créateur. Alors du coup, je vais commencer, on a un petit happening vu que Samir nous a rejoint pour parler du film. Je remplace Simon. Et donc du coup, je vais donner mon avis d'entrée. Moi, j'ai plutôt bien aimé la proposition. Après, voilà, je suis mitigé sur certains points dont on va très vite parler, mais pour parler des points positifs, je pense que c'est un univers de science-fiction qui est assez exceptionnel et qui reprend énormément d'éléments du cinéma de la science-fiction, comme le monde souterrain et la ville à la métropolis ou la jetée, des créatures référentielles comme celles qui ressemblent aux xénomorphes d'Alien. Et on sent aussi qu'il y a vraiment une touche auteur assez importante, vu que le cinéaste a quasiment fait tout le film. Le générique est assez drôle parce qu'il est crédité quasiment partout. J'ai trouvé aussi très très bluffant sur le stop motion. C'est assez rare d'avoir des films entièrement en stop motion, et là j'ai trouvé que c'était très réussi. Les personnages sont attachants et les informations sont vraiment données au fur et à mesure. On n'a pas tout d'entrée, mais sur certains points, j'ai trouvé que l'histoire était parfois un peu trop répétitive. Il y a beaucoup de péripéties juste pour faire des péripéties, et la fin est un peu amère parce que ça amorce une suite, mais du coup, au final, on n'a eu qu'une succession de péripéties et aucun gros éclaircissement sur le monde qui nous a été présenté. Donc je dirais en point positif et négatif à la fois, on veut en savoir plus, clairement. Ah mais oui, clairement, ouais. Le film s'arrête quand il est censé commencer, en fait. Non mais oui, tu te lances ou... Ouais, non, moi j'ai pas vu le film, donc vas-y, je te laisse. Ok, d'accord. Voilà, c'est bon, ça. Ok, ça tombe bien vu qu'on a vu le film ensemble avec Benoît. En gros, bon voilà, alors moi
moi je pense que je serais un peu plus mitigé que toi, mais c'est vraiment une question d'attente, parce que moi en fait je suis allé voir le film mais vraiment à l'aveugle. Je n'ai vu j'avais vraiment qu'un vague souvenir du synopsis, j'avais pas du tout vu de bande-annonce, rien du tout, je n'étais même pas au courant que c'était vraiment un réalisateur qui a absolument tout fait, que ce soit le tournage, la direction de la photographie, l'animation, les marionnettes, le scénario et toutes les voix d'ailleurs, et de ce point de vue là c'est impressionnant. Mais après ouais, j'ai pas comme tu l'as dit, je pense que le gros problème du film, mais c'est pas vraiment de la faute du film, c'est que le film en fait c'est la première partie d'une trilogie, mais il n'a pas été marketé comme tel en fait. Alors moi je m'attendais à un film complet, mais finalement ça se voit vraiment que le but du film en fait c'est vraiment de présenter l'univers du film, d'introduire les personnages. Le seul problème c'est que c'est très long, sur les 1h30 je crois qu'il a vraiment 50 minutes qui sont vraiment une suite de péripéties très très répétitives. Je suis d'accord. Mais vraiment en fait c'est très souvent les mêmes scènes qui se répètent plusieurs fois. Voilà, bon c'est plus trop le cas vers la fin où le héros a enfin un objectif. Ah oui, il y a de l'émotion là. La fin pour le coup je l'avais vraiment trouvé très émouvante, et le fait que le film s'arrête juste après ça, c'était tu te rappelles de ma réaction, j'étais ouais je comprends. Non, mais c'est fini, il y a pas de fin, il y a pas de après je pense que vu le nombre d'années qu'il a pris, UFO le distributeur a peut-être pas voulu s'avancer en disant partie 1, tu vois, donc ça, mais ça aurait été bien un petit à suivre à la fin. Mais ce que j'ai appris en fait, oui, ça déjà, mais ce que j'ai appris c'est que le film est fini depuis 2017 et qu'il a mis 3 ans à c'était un court-métrage au début, à être distribué en France. Ouais, c'était non mais après c'est impressionnant techniquement. Est-ce que vous savez si la suite a été tournée déjà? Est-ce qu'il a tout tourné d'un coup? Je pense pas, mais je crois avoir lu que la suite était envisagée. D'accord, donc, sachant que le film est terminé depuis 2017, ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit déjà en cours de tournage. C'est possible, et peut-être avec une équipe un peu plus conséquente. Ouais, parce que là, c'était pour le court-métrage où il était tout seul, je dis pas de bêtises, et c'est pour le long-métrage, il est accompagné de quelques personnes, parce que sinon ça aurait été impossible. Ah oui, non, mais et il me semble qu'il a eu, à ce que j'ai lu, une bonne lumière de Guillermo del Toro, qui a beaucoup aimé le film, donc je pense qu'une suite peut s'envisager. Mais le fait que le film ait quand même bénéficié d'une campagne marketing assez conséquente, parce que je crois que j'avais vu des pubs sur Sens Critique, sur YouTube je crois, enfin bref, et rien que le fait que le film soit dans nos salles, ça prouve que déjà voilà quoi, il a une certaine lumière a été mise dessus. Mais sinon l'un des points qui m'a un peu... en fait, je pense que l'un des points qui me laisse assez mitigé, paradoxalement, c'est la stop motion. Parce que autant sur pas mal de points, je trouve ça vraiment impressionnant. Surtout le fait que ça a été fait par un seul gars. Mais certaines scènes, certains passages, je sais pas, j'ai trouvé que ça faisait un peu amateur en fait. J'avais l'impression que j'étais dans une sorte de vallée dérangeante du professionnalisme, où j'ai vraiment un rendu à la fois très professionnel et à la fois assez amateur, et la réalisation appuie un peu tout ça. Il y a vraiment beaucoup de scènes où il y avait des petites techniques de montage, de mise en scène. Je me suis dit ça, je vois l'idée, mais pour de la stop motion c'est peut-être pas l'idéal en fait. Ça aurait peut-être de l'animation plus conventionnelle aurait mieux fonctionné. C'est un peu ça en fait. Mais après la stop motion c'est complexe. C'est complexe à faire, et le rendu, soit ça passe, soit ça casse. Ici, ça va, je trouve. Peut-être pour conclure, moi, ce qui m'a fait rire, c'est que la fin de Junkhead, c'est un peu la fin de Ne coupez pas, c'est qu'on voit vraiment les types faire le film, et ça, c'est pour ça que ça appuie le côté amateur, et j'ai bien aimé. Donc je vous propose qu'on enchaîne, c'est déjà 19h30. Non donc je vais relaisser sa place à Simon. D'ailleurs Simon, merci de m'avoir laissé participer. Et du coup on retourne en France. Je vais attendre l'abondance avant de m'écouter. Oui, t'inquiète. On retourne en France avec le dernier film d'Arnaud Desplechin, qui avait réalisé l'an dernier Tromperie. Qu'est-ce que ça donne la QV 2022? On en parle après la bande-annonce. Où est-ce qu'ils sont, mes parents? Ils sont vivants. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma chérie, où est-ce qu'il est, ton frère? Qu'est-ce qui s'est
s'est passé avec Louis? Est-ce que tu le sais au moins, hein? Je pardonnerai jamais à Louis. Alice, tout était parti d'un mauvais pied. À gauche, puisque c'est celui sur lequel tu te lèves depuis ta naissance. Je devrais écrire plutôt depuis ma naissance. Il m'aura fallu 10 ans pour me rendre compte que la haine avait pris toute la place. Ma sœur ne me salue plus depuis des années. Quand elle me croise dans la rue, elle s'enfuit avec horreur. Je dois jouer tous les soirs. J'ai jamais autant souffert. Vous pouvez pas prendre des médicaments comme ça, c'est beaucoup trop. Tu connais quoi de ma santé? Tu connais quoi de moi? De ce que j'endure? Alice était un génie. Mais un jour, le génie, c'était toi. Et ça a tué Alice. Plus sa notoriété grandissait, plus j'étais déchirée. Pourquoi vous avez jamais cherché à réparer? Réparer quoi? Mais ma grande sœur! Arrêtez sa haine! Oh, pardon. Frères et sœurs d'Arnaud Desplechin. Synopsis: une frère et une sœur à l'orée de la cinquantaine. Alice est actrice, Louis fut professeur et poète. Alice et son frère depuis plus de 20 ans. Ils ne se sont pas vus depuis tout ce temps. Quand Louis croisait la sœur par hasard dans la rue, celle-ci ne le saluait pas et fuyait. La frère et la sœur vont être amenés à se revoir lors du décès de leurs parents. Donc du coup, je te laisse commencer, Vincent. Oui. Ça va faire mal, ça va trancher, j'ai l'impression. Non, mais on adore toujours les films avec Patrick Timsit, de toute façon. Non, ouais, frères et sœurs, j'y allais sans savoir ce que j'allais voir. Arnaud Desplechin, j'ai pas vraiment d'avis sur ce qu'il a fait avant. J'avais vu Roubaix une lumière et j'arrive plus à savoir si j'avais bien aimé ou pas. Mais je me rappelle pas assez, donc c'était pas non plus un chef-d'œuvre à mes yeux. Là, ce film, frères et sœurs, je crois qu'il y a quelque chose que j'ai pas bien compris. Ou alors, c'est vraiment pas bien. Parce que tout le film, je trouvais ça bizarre ce qui se passait. Je trouvais que dans le jeu, dans les dialogues, dans le scénario, il y a quelque chose d'incompréhensible, quelque chose de comme si ça parle de vie de gens qui tellement spécifiques, de genre d'un microcosme et que je connaîtrais jamais et que j'arrive pas à comprendre les intentions des personnages, j'arrive pas à comprendre pourquoi il se passe ça à tel moment. Il y a même des scènes, des plans, des choses qui se passent. La scène, la scène du vol, par exemple. Ah, moi j'adore. Franchement, c'est mon kiff. Ah ouais, mais moi pas du tout. Je me disais, mais qu'est-ce que je regarde alors? Superman. C'est un peu ça, ouais. Mais du coup, voilà, j'étais un peu perdu dans ce film. Je me suis même un peu assoupi 15 minutes, je crois. Voilà, donc je sais pas ce que c'était ce film, mais ça m'a pas plu. Et puis à chaque fois que j'essaie de m'intéresser, ça me mettait une scène que je comprenais pas, donc où j'arrivais pas à ressentir ce qu'il fallait clairement, parce que c'était trop bizarre ce qui se passait. C'est censé être réaliste et pourtant tout le monde réagit bizarrement, quoi. Ouais. Voilà. Et c'est super marrant parce que de frères et sœurs, je connais vraiment personne qui est dans l'entre-deux. Genre, j'ai des amis d'une revue, c'est le chef-d'œuvre de Desplechin, c'est un film exceptionnel. Et d'autres sont vraiment à le défoncer. Et moi, honnêtement, au début, il me tentait pas plus que ça, mais au final, j'ai passé un assez bon moment. Tous les mots sont importants parce que je pense qu'il y a quelques séquences qui sont vraiment ratées. Pour moi, c'est plus celle de la librairie qui est d'une gratuité absolue, où pour moi, là, ça commence. Là, ça part un peu trop. Tu vois, presque la scène où ils volent, c'est même plus acceptable pour moi. Et je pense qu'il y a vraiment 15 minutes de trop. C'est marrant que tu dises que tu sois endormi pendant 15 minutes, parce que je pense vraiment qu'on aurait pu terminer ça dans le café, dans la scène que je trouve exceptionnelle dans le café. Entre les deux Ouais, entre les deux, quand ils se retrouvent. Et justement, ça aurait été excellent, parce que moi, si on oublie le contexte social, j'aime bien cette idée d'une haine inexplicable et totalement incompréhensible qu'il y a entre une frère et une sœur. Je pense que n'importe qui a des frères et des sœurs peut
avoir des fois une haine incompréhensible, même si c'est passagère. Et je trouvais que c'était assez fort de mettre ça. Pour Patrick Timsit, moi je trouve que c'est une bonne surprise. Oui, non, ça va, je me moquais au début, mais après, il fait rien de choquant. Donc. Ouais, il faudrait peut-être lui donner un peu plus de rôle comme ça. J'ai trouvé que certains moments sont très touchants quand même. Bon, c'est un mélodrame, accident de voiture, etc. Et après, bon, si je veux être vraiment très méchant, encore une fois, on est dans le cliché du film français, mais je trouve que, voilà, Desplechin arrive à s'en sortir parce que au fond, je sais pas si un visionnage suffirait parce que on sait pas quand on est, on sait pas aussi les lieux, il y a un mélange des lieux, on sait pas si on a Toulouse, Lille, Roubaix, Paris, des fois on a des retours dans le temps, du coup j'ai trouvé que c'était assez intéressant de ce point de vue, peut-être ça pourrait être la manière d'analyser le deuil, voilà, les souvenirs un peu qui disparaissent, le choc. Donc, mais voilà, je peux comprendre qu'on puisse être mitigé. Moi-même, je sais pas vraiment si je vous le recommanderais, mais c'est sûr que ça fera pas, pour conclure, ça fera pas l'unanimité, mais je pense que ça peut valoir le détour. Et ce qui est très marrant, c'est que là où le jeu d'acteur, quand j'avais vu la bande-annonce pour préparer l'émission, j'étais en mode ouh là là, dans quoi je m'embarque. Je trouve que dans le global, ça fait quelque chose d'assez intéressant. Donc ouais, après c'est un jeu d'acteur, une direction d'acteur qui change un peu de ce qu'on peut voir d'habitude, mais voilà, je pense que ça peut intéresser voilà, si vous êtes un peu ouvert à ce genre de choses. Et donc voilà, donc après avoir parlé de tous ces films, il est temps de synthétiser. Passons au top de la semaine. Et bah du coup on commence par le top 1. Par ton top 1 ? Bah le mien c'est Coupé. Et ben moi aussi, c'est aussi Coupé, alors qu'au départ je voulais vraiment ne pas le mettre en premier. Mais on a plusieurs ex-aequo pour... on va vous dire le top. En troisième, Évolution de Cornel Mondrusco et Don Juan. Donc c'est... moi j'ai vu Évolution. Et toi tu as vu Don Juan, donc on va en parler rapidement après. Et en deuxième, Junkhead et Frères et Sœurs à ex-aequo. Et en premier, Coupé. Donc voilà, un top assez intéressant. Peut-être si tu veux nous parler de Don Juan. Oui, bah, je l'ai vu tout à l'heure, Don Juan. Oui, bah, c'est bien qu'il soit troisième. Enfin, qu'il soit derrière en tout cas. C'était pas très bien. Ah. C'était pas très bien du tout. Je saurais pas... Je sais pas trop quoi en dire parce que c'est un peu... Ça tente plein de choses et il y a un aspect qui m'a fait comme dans Frères et Sœurs où c'est réaliste mais on fait des trucs bizarres au milieu, genre d'un coup ça chante. Tu sais pas pourquoi, ça chante pas, c'est pas des super musiques, c'est pas des super chants. Ouais, je vois. C'est très bizarre, ça sort de nulle part et puis ouais, je me suis ennuyé quoi, ça parle... Enfin, déjà, moi, les histoires d'amour au cinéma, j'ai beaucoup de mal à accrocher de manière générale. Là, c'est juste un mec qui a perdu sa femme et qui devient un gros lourd, quoi. Donc, pas intéressant, et puis ça reste pas intéressant tout le long, quoi. Ça marche. Et ben moi, Évolution, c'était un film que j'avais vu à Cannes l'an dernier, que j'avais trouvé très intéressant. En gros, ça parle du traumatisme de la Seconde Guerre mondiale et des camps de concentration et d'extermination, mais ça le fait en 3 parties et je trouve il y a une première partie qui est vraiment sublime et les 2 autres parties, en gros il y a une famille et chaque partie c'est une génération et je trouve que c'est dommage de faire une introduction aussi frappante pour finir avec une dernière partie, justement avec une histoire d'amour un peu moyenne entre 2 adolescents où voilà, je suis assez mitigé, mais peut-être encore pour Frères et Sœurs ça va pas faire l'unanimité, mais ce serait bien quand même que quelques personnes aillent le voir parce que ça m'étonnerait qu'il ait un public et il y a eu très très peu de communication dessus. Et donc du coup c'est terminé pour les films de la semaine. Attends, moi je veux ajouter des choses avant que tu passes à la pause musicale. Je vois qu'il y a un truc dans le chat. Il y a eu plein de choses dans le chat. On n'a pas la... Ah, vous n'avez pas le retour. Ah bah voilà. On n'a pas le retour, Non, moi j'ai le retour. Bah Margot elle nous balance direct. Coucou les loulous, ça a raté la projection d'Elvis par ici.
Oui. Sûrement, hein. On n'est pas à Cannes, ma petite Margot. Non, il y a une bataille entre Antoine et Raphaël pour savoir qui est le préf de l'émission. Alors il y a la team Antoine qui est Vincent, c'est mon préf, mais Benoît, tu es défendu par Raphaël parce que tu as vu tous les films. D'accord. Donc, c'est beau. Donc voilà. C'était juste pour ça. Oui, j'ai popé dans l'émission juste pour ça. On rate des guerres mondiales parce qu'un écran n'est pas allumé. Ouais, maintenant vous allez plus les rater. Si j'avais su ça, j'aurais été beaucoup plus éloquent pour convaincre tout le monde de voter pour moi. Non, sinon plus sérieusement, Raphaël dit c'est peut-être comme les fantômes d'Ismaël, il faut peut-être une version longue. Desplechin rend ses films en retard à chaque fois. Peut-être le montage est fait dans la précipitation. Ouais, je pense peut-être. Ou peut-être supprimer les 15 dernières minutes. Ouais. Je dis ça, je dis rien. Et pour revenir à Margot, en fait, elle a vraiment raté la projection d'Elvis. Donc ça fait mal. C'est ça le problème. Elle aurait pu venir dans The Cinema Show alors. C'est clair. Et bon, c'est à présent terminé pour les films de la semaine. Avant de poursuivre, faisons une petite pause musicale. Vous m'avez sûrement vu venir, mais il était impossible pour moi de... dit en même temps. Je l'ai dit 3 fois au moins, mais du coup, imaginez donc un instant qu'il fait nuit et qu'il pleut afin de vous mettre dans l'ambiance de Tears in Rain, un morceau d'anthologie de la BO de Blade Runner. Après la pluie, passons au soleil éclatant de Cannes, puisqu'une partie de l'équipe de The Cinema Show continue de sillonner les salles du 75e Festival de Cannes, et aujourd'hui, on reçoit Alissa pour faire le point. Le point Cannes de TCS. Salut Alissa, ça va ? Bah ouais, ça va et toi ? On t'entend bien, on dirait que tu sors un peu de la piscine. C'est Simon qui voulait faire cette petite blague. Ah oui. Ah bah oui, elle sort clairement de la piscine, voilà. Ok. Je me suis réveillée en vitesse et tout, on me disait oh, il y a la radio. Tu crois qu'on peut faire une interview sous-marine, vraiment, on innove Ouais, j'ai hésité à prendre avec moi l'ordi solo, ouais. Ça a pas l'air d'être le tien de toute façon, vu le nom qui est écrit en bas sur Zoom, donc tu t'en fous. Bah oui, je m'en fous. Donc on voit que t'es bien arrivé à Cannes, donc je vais pas poser la question, mais du coup, c'est ta première fois au festival.
Quelles sont tes premières impressions, le monde, le tapis rouge. Alors, ouais, déjà le monde, il y a vraiment beaucoup de monde, même dans les salles et tout. Le public est là, mais ça fait plaisir à voir, quoi. C'est cool d'avoir un bon bain de foule après les 2 dernières années qu'on a vécues, donc ça fait du bien. J'ai vu aussi des stars en vrai. Donc, j'ai surtout vu Vincent Cassel. Voilà. Et après, sinon, c'est compliqué en vrai au niveau du tapis rouge parce qu'il y a énormément de monde, beaucoup de photographes. Et du coup, tu regardes sur l'écran géant. Ouais. Mais c'est compliqué de les voir genre, en vrai et de leur dire signe-moi un autographe ou je veux une photo. Mais t'es pas là pour ça, tu es censé travailler, Alissa, là. Oh. Et du coup, quel film t'as vu là, le travail. Parlons un peu de travail maintenant. Voilà. Alors, vous voulez que je vous fasse la petite liste? Ah bah si tu veux, ou peut-être par moi ce qui m'intéressait c'était par sélection parce que généralement c'est assez intéressant parce que la quinzaine des fois il y a des plus grosses surprises que dans la sélection officielle. J'ai l'impression qu'on a Alissa est toujours là? Oui, elle est là. Ah d'accord, pardon, excusez-moi. Bah du coup c'est pas parce que tu la vois plus à l'image moi je veux la voir à l'image. Donc voilà, on te laisse ce moment pour nous parler des films, des sélections. Ouais. Ok, bah du coup, dans les films en compétition, j'ai vu Crime of the Future. Je vais le faire avec l'accent français parce que voilà. Boy from Heaven, Les Amandiers, Decision to Live et Triangle of Sadness. Voilà, c'est quand même mieux en français. Du coup. Alors tu le dis quand même assez bien en anglais, je trouve. Hein. Ouais, ça va. Ouais. Alors du coup. Je vous dis mon top 1 dans la compète et celui que j'ai le moins aimé. J'ai détesté Crime of the Future. Vraiment, vraiment je m'attendais tellement à un truc de ouf. Enfin, il avait super bien vendu. Ouais. Et non, en fait, c'est juste super long. Il se passe pas grand-chose. Et je veux pas trop en parler. Je veux pas trop vous dégoûter direct. Allez le voir et faites-vous votre propre avis. D'autant qu'on en parlera la semaine prochaine en ta compagnie, Alissa. Donc, tu pourras le défoncer la semaine prochaine. Je vais pas tout dévoiler maintenant. Voilà, j'en parlerai mieux la semaine prochaine. Et le film que j'ai préféré, c'est Triangle of Sadness. Voilà. Il dure quasiment 3 heures, mais 3 heures de pur fou rire, quoi. Je crois que j'ai jamais autant rigolé devant un film. C'est le film de Robert Oslund, hein, c'est ça? Celui qui avait fait The Square. Elle demande à son collègue qui a réfléchi à toutes les notes. Elle est là juste pour dire qu'elle est sortie de la piscine. Non, mais oui, c'est ça du coup. J'ai vu qu'il se fait pas mal descendre aussi celui-là. Quoi? Il se fait pas mal descendre aussi, ouais. Moi j'ai eu des bons retours quand même. Je crois que c'est très divisé en tout cas. Ouais, aux gens que j'ai parlé, ça leur avait trop plu aussi, donc je suis choquée qu'il y ait eu des mauvais avis. J'ai du mal à comprendre parce que je sais pas. Voilà, et après j'ai vu du coup dans la catégorie Un certain regard, Les Pires, qui est franchement pas mal. C'est limite du documentaire en fait. Ça se confond vraiment avec la fiction. Mais c'est beau, ça montre du coup les jeunes des quartiers en fait qui sont pris pour faire un film et du coup on prend que les pires. Mais ils sont super touchants en fait, outre les clichés. Bon, les 3/4 sont vrais, je pense. Les personnages sont très touchants et on s'y attache super vite. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Autre film que j'ai énormément aimé, qui n'est pas en compétition, et je suis un peu triste parce que j'aurais bien vu dedans, c'est Wild Men, donc, qui était dans la catégorie Cannes Cinéphile. Et pareil, on suit du coup les aventures d'un personnage qui vit en fait, qui quitte vraiment la société normale pour aller vivre sa vie dans la nature. Donc voilà, il a une femme, il a 2 enfants et il décide de s'affranchir de tous les codes sociétaux qu'on connaît pour vivre une vie dans la nature. Et c'est assez bien filmé et c'est super marrant aussi. Je m'attendais pas du tout à ça et j'ai été vraiment agréablement surprise. Donc je conseille aussi de le découvrir quand il sort en salle. Et je vais finir par parler de Fumer fait tousser. Forcément, l'événement. Forcément, ouais, c'est celui que j'attendais le plus. Et j'ai pas du tout été déçue. On reste vraiment. On sait que c'est un Quentin Dupieux, quoi. On n'a même pas besoin de voir le nom du réel pour le savoir. C'est décalé, c'est absurde et ouais, c'est une parodie en fait des super-héros classiques et je sais pas, c'est frais, ça fait du bien de voir des films comme ça, un peu décalés et qui
assume totalement. Donc, non, j'ai été vraiment agréablement surprise et je vous le recommande aussi. Bah franchement c'est super si t'as eu que des surprises pour l'instant. Tu penses aller voir quoi ce soir et dans les prochains jours? Je crois qu'elle va aller à la piscine ce soir. Non, ça fait un bientôt en plus dans 10 minutes. Ah mince. Non, ce soir je vais voir Joyland. D'accord. Et et pareil, il a eu des super bons avis. J'ai entendu pour avoir discuté avec des gens qui l'avaient vu du bien en général, donc j'ai hâte de le découvrir aussi. Je pense que ça va me plaire. Voilà. D'accord. Bah, est-ce que tu as une dernière chose à ajouter? Peut-être du coup, quelle est la sélection que tu as préférée pour l'instant? Bah, du coup, les films en compétition, parce que c'est là où j'en ai vu le plus. Ouais, j'ai pas trop vu de films de la quinzaine des réalisateurs. Et Je reste 3 jours et que c'est un peu compliqué de tout voir. Là, on enchaîne, genre on fait 4-5 films par jour. Ça et je suis jamais allé. à la fin, on a un peu mal à la tête, on est un peu fatigué. Mais non, c'est intéressant de faire un marathon comme ça de films. J'avais jamais fait ça et je sais pas, j'aime bien l'ambiance. Les gens, ils applaudissent tout le temps. Ah ouais, genre, ça c'est vrai, c'est surprenant. Hein. D'affiches Gaumont ou ça, enfin, chaque partenaire, tu sais, ils applaudissent. Mais en fond, quoi. Ouais. Des fois ça siffle, vraiment... c'est assez marrant quand vraiment le film était pas ouf. Netflix, là, à l'époque où il y avait Netflix, ça sifflait. Hein. Ah ouais. Ouais. Et là, des fois, ils applaudissent même pendant le film. Genre, quand il y a des bonnes blagues, les gens, ils applaudissent comme s'ils étaient un one-man show, tu vois. Ouais, ils viennent pour Cannes pour s'exploser les mains, en fait. Ça marche. Vraiment. Et bah, écoute... Non, Attends, est-ce que tu peux finir l'interview en sautant dans la piscine, Alissa? Non, bah sans l'ordi. On innove ce soir, vraiment, on est dans l'innovation. Moi, je veux une bombe de Alissa dans la piscine. Une énorme bombe avec le lot qui gicle partout. Ouais, bah oui. Non, c'est pas pour ce soir. Ah, ça ferme. Ça ferme. Ça ferme, c'est ça. Malheureusement. Et bah ça ferme aussi pour nous parce que Cannes c'est fini pour aujourd'hui. Il est fort, les gars. T'as vu ces transitions? On en reparlera de toute façon mercredi prochain puisqu'il y aura un énorme débriefing. Et du coup on passe maintenant à notre interview. On dit au revoir à Alissa. On dit au revoir à Alissa, oui. Au revoir Alissa. Bah non mais tu restes avec nous jusqu'à la fin maintenant vu que la piscine est fermée. On fait une double interview. Bah non. Salut Alissa. Allez, ciao. Salut. Salut. Et on passe maintenant à notre interview de la semaine. Can she be late for her On est loin d'interrompre à l'instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Alors du coup, on reçoit nos invités de marque parce que comme le veut la tradition, The Cinema Show accueille l'équipe gagnante sur le plateau pour parler du film. Et on reçoit du coup les VHS Studios pour leur film Cousin et le sablier temporel qui a remporté le prix TCS de la meilleure référence avec les multiples références à Kill Bill de Quentin Tarantino. Donc j'accueille Valentin Fernandez et Hugo Prévost ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Pas trop stressé Ça va. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Alors, est-ce que vous êtes remis du joli prix que vous avez gagné vendredi dernier? Ah, c'est vrai qu'il y avait 4 courts-métrages et il y avait du challenge avec Zone Blanche de Gazelle Productions qui font du super travail. Et même tous les autres courts-métrages sont super. Et c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup insisté sur Kill Bill, hein. Franchement, il y a beaucoup de références. Et du coup, c'est un super plaisir de venir dans votre émission et de présenter Cousin et le sablier temporel du coup. Et bah pour commencer, j'aimerais bien savoir d'où vous est venue l'idée du film, parce que c'est quand même voilà, le voyage temporel, l'envie de parodier ça. Voilà, comment ça vous est venu Bah du coup, j'ai commencé, Hugo. Ouais. Cousin et sablier temporel, en fait, on n'avait que 18 heures pour le faire, parce qu'en fait, le vendredi et samedi, j'étais pas disponible, et du coup, temps très limité. Et on s'est dit par rapport à Kill Bill, alors on avait déjà cette idée, j'avais un t-shirt Kill Bill, on fait Kill Bill, j'ai un Blu-ray, tout ça pour le trophée. Du coup c'est par rapport aux contraintes qu'est venu ça. Et après on s'est dit dans une discussion un peu de film, enfin quelqu'un qui est fan de film et tout ça, qu'est-ce qu'il dirait Bah il dirait que les voyages dans le temps ça fonctionne jamais.
Et du coup, après est venu le personnage de Mathieu. Et puis après, en fait, c'était vraiment beaucoup d'improvisation. D'accord. Bon, après, il y avait les actions, des fois, des actions principales qu'on a notées. Et après, tout est venu par des idées, en discutant et puis en réécrivant et tout ça. D'accord. Et du coup, je voulais savoir, en plus là, le 48 heures c'est déjà très limité, donc là c'était encore plus limité. Comment on fait pour gérer les contraintes? Là, il me semble c'était film de famille et faire un plan en noir et blanc. Donc voilà, comment vous avez réussi à le mettre dans votre fiction? En vrai, on n'a pas forcément pensé à ces contraintes, on s'est plus focalisé sur notre film et après on a essayé de trouver les contraintes comme le plan en noir et blanc, c'était venu avec une référence à Kill Bill et voilà, c'est venu comme ça finalement. C'est vrai que parce que du coup quand on a film de famille ça peut être très compliqué parce qu'on se dit, donc voilà, je suppose c'est pour ça que vous avez fait cousin. Exactement. Donc voilà, c'est ça qui est toujours intéressant. Je vous propose qu'on mette un petit extrait du film. Ah bah allons-y, c'est parti. Hey, joyeux anniversaire, cousin! Merci. Hey, t'as vu mon nouveau t-shirt? Kill Bill. Putain, ça c'est un bon film, tu vois. Ça c'est un bon film. Tu sais pourquoi? Parce que déjà c'est un film de Tarantino déjà. Et que Kill Bill, je veux dire Uma Thurman, non mais je l'idolâtre. Katana, Yakuza, Japon. Petite liste. C'est un chef-d'œuvre, Kill Bill. Non mais t'es pas d'accord avec moi? Qu'est-ce que tu veux que je t'y fasse? De toute façon, qu'est-ce qu'un bon film? Déjà, dans un bon film, il faudrait au moins un voyage dans le temps, quoi. De toute façon, les films dans voyage dans le temps, ça fonctionne jamais. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans ce tournage? Peut-être le matériel, la recherche des acteurs? Je pense que c'était parce qu'il y a dans le film, il y a un Mathieu que je joue et il y a un Mathieu du futur. Je pense que ça c'était compliqué à tourner parce que du coup il fallait qu'on se filme nous deux, mais comme on était seulement nous deux, on devait trouver la bonne position pour la caméra, puis après il devait me filmer, donc c'était assez compliqué pour ça parce qu'on a mis du coup toute la nuit pour le faire. Ah ouais. Et voilà. Ça se sent sur les visages. Et mais du coup on en parlait de Kill Bill. Ça vient du t-shirt ou il y avait c'est que moi Kill Bill c'est un de mes films préférés. J'adore Kill Bill et en fait c'est par rapport aussi au noir et blanc. Du coup je dis noir et blanc, je voudrais bien faire en fait au début je dis si on tombe sur la contrainte art martial, film d'arts martiaux, ce serait génial. Et du coup comme on a une noir et blanc, film de famille, j'ai pensé à la séquence de Kill Bill en noir et blanc, tout ça. Et comme j'avais un t-shirt de Kill Bill et le Blu-ray Kill Bill, je dis tout coïncide par rapport à nos contraintes, trophée Kill Bill. Et du coup voilà quoi, et du coup c'est venu comme ça. Et puis c'est vrai qu'Hugo n'a pas encore vu, mais il compte bien de le regarder. Et puis c'est sympa aussi de faire des petites références comme ça à des films qui nous sont chers. Et c'est vrai que Tarantino c'était vraiment aussi un passeur dans le cinéma au lycée, tout ça. Donc voilà, je rends à Tarantino des remerciements et puis voilà. C'est vraiment marquant parce que je me reconnais un peu. C'est vrai que Tarantino on aime bien refaire et qui est lui-même dans un cinéma qu'on va dire presque de remploi, à employer les mêmes références. Et peut-être une petite dernière question sur les séquences d'action, parce qu'on voit que quand même tu prends cher. Qu'est-ce que vous êtes amusé, comment vous avez fait Alors c'est très compliqué parce qu'en fait au début on voulait faire une sorte de chorégraphie avec plan par plan, on avait fait une sorte de storyboard et tout ça, et après on s'est dit ah non mais trop compliqué, et du coup on s'est dit on n'aura pas le temps et tout ça, et du coup avec Hugo on a un peu préparé, on se dit vas-y on fait un combat un peu too much et tout ça. Du coup avec la caméra en distance et tout ça, et après on s'est dit Mathilde, t'imagines Mathilde globe-trotteuse, tu regardes une émission comme ça et en fait c'est une battante, une warrior, et en fait elle nous bat, et c'est vraiment l'ennemi, la contrainte, l'obstacle en fait par rapport à ce trophée, justement par rapport à Mathieu globe-trotteur et tout ça. Et du coup voilà, qu'est-ce que tu dirais toi des scènes de combat pendant qu'on a tourné? C'était presque gênant quand même à tourner de faire genre un air
faire semblant de se prendre un coup et direct tu tombes par terre, t'es inconscient, c'était presque gênant, mais c'était sympa quand même. Non, c'est bien marré, franchement on s'est bien marré, et franchement c'est ça le tournage des 48 heures, c'est à chaque fois on s'amuse, et même les gens des fois qui viennent, des fois même à la dernière minute, c'est souvent tout le temps à chaque fois à la dernière minute, mais c'est de ma faute, et puis de notre faute et tout ça, mais et du coup en fait à chaque fois on dit non mais on s'amuse quoi, on travaille pas, franchement 48 heures voilà on s'amuse, et franchement c'est ça quoi, c'est que du fun 48 heures, du coup je vous invite à faire le 48 heures parce que c'est vraiment génial. Bah justement j'allais vous demander qu'est-ce que vous diriez, du coup qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est intéressé par le 48 heures mais qui se dit j'ai pas forcément les moyens, j'ai pas forcément je sais pas la volonté de le faire, voilà, petite motivation. Non mais franchement c'est d'y aller, faut juste avoir son week-end de libre et essayer d'avoir un lundi pour dormir, et franchement faut se lancer en fait. Il y a une petite question sur le matos. Du coup, il y a une question dans le chat, mais ce que je comptais vous la poser aussi, c'était donc avec quoi vous avez tourné comme matériel. Est-ce que vous aviez un matériel particulier? Est-ce que vous aviez un micro? Est-ce que voilà. On n'a pas de son. À chaque fois dans les 48 heures, on se dit on n'a pas de son, un jour il faudrait qu'on prenne quelqu'un pour le son parce que voilà, mais franchement avec Hugo, avec son matériel, avec son Nikon et la caméra et tout ça, ça aide vachement. Là, cette fois-ci, j'ai investi dans un trépied, donc on avait un trépied cette fois-ci. On avait un clap aussi, mais qu'on pouvait pas l'utiliser comme on était à deux. C'est vrai, mais puis en 48 heures, enfin à 18 heures, c'était compliqué de faire tout le temps la séquence, on perdait du temps. Donc c'est assez rapide, mais franchement, moi ce que je dirais à tous ceux qui nous écoutent, c'est franchement, même si vous avez très peu de matériel, même avec un portable, moi c'est ce que j'ai commencé et tout ça, faites. Ne vous posez pas question de matériel, si vous pouvez filmez, si vous pouvez faisez, et même avec des amis, n'importe qui, voilà, Hugo, on s'est rencontrés pendant le 48 heures, voilà, et c'était une belle expérience, une belle rencontre, et franchement être là à la radio pour pouvoir vous partager notre expérience et tout ça, c'est vraiment génial, donc allez-y, franchement c'est la passion qui va vous guider, même dans tous les arts, dans tous les travaux et tout ça. Et si vous êtes sur Montpellier, n'hésitez pas d'ailleurs à participer à la prochaine édition du 48 heures Homemade. J'ai entendu que ça serait cet été. Et ce qui est bien, c'est que c'est un des rares où on ne vous demande pas de frais d'inscription. Donc c'est gratuit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec... donc je me suis fait arnaquer moi à chaque fois où j'ai participé, c'est ça? Ouais, peut-être. Je pense Simon t'a demandé 200 € à chaque fois, ouais. Et peut-être une autre question, si on ne sait pas monter, le montage, c'est même là en 17 heures là, ou en 18, c'est comment vous êtes débrouillé, quel logiciel Alors moi j'ai utilisé un logiciel que un de mes amis qui s'appelle Théo m'avait gentiment recommandé, qui s'appelle Shotcut, c'est gratuit. Et du coup vous pouvez faire du montage grâce à ça, et même il y a des tutos pour le montage et tout ça. Franchement le montage... au début, ça nous paraît compliqué, mais franchement, il faut commencer avec des débuts. Voilà, vous mettez des séquences bout à bout. Voilà, vous essayez de voir le film, et après, c'est à force d'utiliser, par exemple, les filtres, tout ça, c'est à force d'en faire des courts-métrages que vous arriverez à monter. Franchement, le montage, voilà. Mais après, c'est vrai que c'est très compliqué, le montage. Pour moi, c'est le cauchemar des 48 heures. Ah ouais. Le cauchemar. Ouais, c'est vrai que c'est le plus chaud, parce que généralement, ça arrive à la fin. C'est le truc où il faut pas trop se presser, et donc je peux comprendre. Et heureusement que j'ai un assistant monteur cette fois-ci pour le 48 heures, parce qu'avec Hugo il m'a vachement aidé pour le montage et tout ça, pour savoir les séquences et quelle séquence était bonne et tout ça, donc voilà. Ouais, c'est important l'entraide. Donc je vous propose un petit point sur le reste du palmarès, et j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu une masterclass d'une équipe, puisque les Gazelles Productions ont remporté, donc qui ont fait le film Zone Blanche, ont remporté l'Homemade du meilleur personnage, du meilleur objet et de la meilleure ligne de dialogue, mais pas les meilleures références. Donc du coup, pour voir Cousin et Le Sablier Temporel et tous les films de cette 18e édition, allez sur la chaîne YouTube des 48 heures Film Homemade Édition. Et je voudrais savoir, est-ce que vous voulez rester pour le quiz? Ah mais super, ouais, on reste. Eh ben, sans transition, il est temps d'accueillir Marie pour le quiz de fin d'émission. The game is on. It's gonna be legendary. C'est la mer Noire. C'est votre ultime bafouille. I am sure, et alors I am tout à fait sure que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my
God. What? No. Oh, I'm on. Anyway, lead on. Allons-y. Salut Marie, qu'est-ce que tu nous as préparé cette semaine? Je sens un que... petit quiz pour changer, pour être original. Ce soir, nous avons à ma gauche l'équipe de Vincent. Est-ce que tu seras chef d'équipe ce soir? D'accord. Et à ma droite, l'équipe 48 heures. Simon qui fait déjà des signes. Avec Valentin et Hugo, c'est ça? Je me trompe pas? On est bon. Qu'est-ce qu'il y a, Simon? Ah, les gens me disent... oui, il y a Antoine dans l'eau. Bonjour le chat. Faillot. Ils sont mais déchaînés. Je les adore, je les adore. Benoît, est-ce que je peux t'emprunter ton stylo? Ah oui, avec plaisir. Eh bien, je te remercie infiniment. On va pouvoir commencer ce quiz. Déjà, il va falloir que vous me donniez le titre du quiz, sachant que nous faisons toujours un jeu de mots entre le mot quiz et l'un des titres des films de la semaine, qui, nous le rappelons, était Coupé, Frères et Sœurs et Junkhead. Bon, ça doit être avec Junkhead, à mon avis, une référence à ça. C'est ce que je pensais. Je vous laisse me donner vos propositions. Homme-head. Il faut qu'il y ait le mot quiz dans le titre. Ah oui, quiz. Comme en fait, Quiz-head ou Junk Quiz. Exactement. Par exemple. Ça peut être Junk Quiz, par exemple. Junk Quiz. Ah, c'est un titre pas mal, ça, Junk Quiz. Ouais, au pire, on peut faire après. On va dire le même que. Et on peut donner plusieurs réponses, faut donner une réponse seule. Ouais, comme t'es chef d'équipe, vas-y. Junk Quiz, Moi, j'aimerais bien que t'aies fait un truc totalement absurde. Je vais dire Quiz P. D'accord. Tu valides vraiment ça? Ouais, je valide. Et de votre côté? Ah, Junk Quiz, du coup, on reste là-dessus. Eh ben, on a des points pour personne, puisque c'était Quiz et Sœurs. Oh là là, c'est la première intuition. Tout simplement. En fait, je ne l'ai pas dit, mais vous êtes nos invités ce soir. Donc, il y a un chef d'équipe dans l'équipe des chroniqueurs et animateurs, mais il n'y aura pas de chef d'équipe chez vous. Vous pourrez répondre ensemble, même à la question finale qui, normalement, est répondue seulement par le chef d'équipe. Vous avez cet avantage-là ce soir. D'accord. Profitez-en. Très bien. Première question de ce quiz. Dans quel film peut-on entendre cette musique? Est-ce que c'est un film d'animation? En fait, j'ai dit film, mais c'est pas forcément un film. Ah. C'est une œuvre. Une série. Par exemple, moi je dis ça. Ah. C'est dans l'actualité. C'est pas lié au film de la semaine, mais c'est dans l'actualité. La chute. Drôle, je sais pas. Non. Squid Game. Non, une série française. Une série française. 10%? Non. C'est quoi la série sur... Ah non, c'est drôle. Une série. C'est une française. Ah, Visitor? Non. Pas du tout. Je vais dire une série Canal+, mais peut-être pas, j'en sais rien en fait. Ah, le flambeau. Non. Une série avec Melville Poupeau en rôle principal. Ah. OVNI? Oui, absolument. Bien joué. OVNI, dont la saison 2 est sortie il n'y a pas très longtemps. Benoît, tu ouvres le bal, vous avez un point, l'équipe de Vincent. C'est vrai que la musique a fait OVNI. Voilà. D'ailleurs, le chat l'avait. Et voilà, il fallait. Bien joué le chat. Ne regardez pas le chat. Non, je regarde pas le chat, j'ai juste regardé. Oui. Non, mais c'est vrai en plus. On passe à En or ou en bois. Donc là, je vais énoncer des faits. Il va falloir me dire si c'est vrai ou si c'est faux, tout simplement. Le casting de Fast and Furious 10 set-off, Rita Moreno a été annoncée dans le rôle de la grand-mère de Vin Diesel. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je dirais que c'est faux. Moi, je dis c'est rien. Moi aussi, je dis c'est faux. J'ai rien. Vous dites en bois, bah nous, moi j'aime bien dire l'inverse, donc je dis en or. Eh ben, c'est une bonne habitude, Vincent, puisque c'est vrai, effectivement. Si vous ne remettez pas son nom, il s'agit du coup de la veuve de Doc dans le nouveau West Side Story, par exemple. Et donc voilà, je vois bien la grand-mère de Vin Diesel. Bah, et vous passez à deux. La famille s'agrandit. La famille s'agrandit toujours. Deuxième info, Jennifer Aniston sera la voix du costume de Spider-Man. En or ou en bois, vrai ou faux? Moi je dirais vrai, en bois. Pour l'argent et tout ça. En bois aussi. En bois, ça va être une autre actrice. Effectivement, c'est faux. Pourquoi? Parce que c'est Jennifer Connelly, tout simplement, qui a été castée. Elle sera donc le Jarvis de Spider-Man. Jarvis qui est de fait joué par son mari, Paul Bettany. Tout se recoupe, tout est lié. Et vous passez du coup à 3, l'équipe de Vincent. Troisième info. Cronenberg a avoué que Netflix et Amazon ont refusé de diffuser Les Crimes du futur. Ah, je l'ai, celle-là. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oh non, Cronenberg faire des films pour Amazon et puis... Peut-être je me trompe. Mais franchement, enfin, moi je dirais, je sais pas. J'ai envie de dire faux, mais en même temps ça peut être totalement vrai. Du coup, je vais dire, moi je pense dire faux et toi tu dirais? Moi je te suis. Du coup, je pense que c'est vrai. Ok. Bah non, on dit vrai. Je fais confiance. Toujours l'inverse.
Tout à fait, c'est vrai. Le film en compétition qui sort aujourd'hui a bien été refusé par les plateformes, pour le pire ou pour le meilleur, j'espère pour le meilleur. Vous passez à 4. Et dernière info, Margot Robbie sera la star du préquel d'Insaisissable. Oh là là. Vrai ou faux? Franchement, j'ai rien, ça. Tu préquel d'Insaisissable. Ouais, j'ai jamais su cette actualité, moi je dirais faux. Faux. Mince, j'aurais dit faux aussi, mais je vais dire vrai du coup. C'est faux. Ouais. Premier point pour l'équipe de Valentin et Hugo. Effectivement, c'est faux. Pourquoi? Elle va être à l'affiche en fait, du préquel de Ocean 11. Ah, d'accord. Ouais. Ah oui, et ça me dit quelque chose. c'est Jackie Roach qui a déjà travaillé avec Margot Robbie sur Scandale qui réalisera le film. Donc ça fait 4-1 pour l'équipe de Vincent. On passe au qui a dit. Je vais lire une citation. Vous devez retrouver l'auteur ou l'autrice de cette citation. Ok. Elles étaient à la pointe de la technologie. Elles avaient d'énormes cordons ombilicaux à l'arrière et on ne pouvait pas changer les objectifs. Cronenberg. Non. Si vous pouviez changer les objectifs, mais ça prenait environ une demi-heure. Donc tout était tourné avec des zooms. Les cordons ombilicaux menaient à cette grande tente dans le coin du plateau qui bourdonnait littéralement, c'était tellement bruyant. Et pendant la post-production, ils ont réalisé que le bruit qu'elle faisait était exactement sur la fréquence de la voix humaine. Il a donc fallu post-synchroniser toutes les répliques de l'épisode 2. Aucun des dialogues d'origine n'a survécu à cause de ça parce que les caméras étaient tellement nouvelles. Aucun des bugs n'avait encore été résolu, alors que comparé à ce que nous faisons maintenant, c'est le jour et la nuit. Michael Mann? Non. Quelqu'un qui a fait une série, je suppose. Ouais, un réalisateur de série. C'est quelqu'un qui fait une série en ce moment, effectivement, et à l'époque faisait des films. Ah. Et la série et les films sont certainement liés. Ah, j'allais dire Fincher. Mais... Non. T'as dit quoi juste avant? T'as dit quelque chose, non? J'ai dit, est-ce que c'était un réal? Ce n'est pas un réal. C'est un acteur. C'est un acteur de série. Un acteur qui a joué dans les années 2000 dans une saga. Ouais. Le fameux épisode 2 notamment. Et qui aujourd'hui joue dans une série qui reprend cette saga et où la technologie a bien évolué depuis. Et où on a pu résoudre les bugs de l'époque. Un acteur. Film, une série aujourd'hui sur son personnage qu'il avait dans cette saga à l'époque. Quoi? Bah oui, oh non, Ewan McGregor. Oui, bien sûr, Ewan McGregor qui du coup a été interrogé sur la nouvelle série Obi-Wan Kenobi et qui a du coup été interrogé sur notamment la différence de tournage entre la prélogie à l'époque et la série aujourd'hui. Du coup, vous passez en 5, l'équipe de Vincent. Bah, merci pour ce sauvetage. C'était laborieux. On arrive à la Sherlock Holmes, qui est ce soir une John Watson. Donc je vais poser une question, il y aura 4 propositions. Si une seule équipe trouve la réponse, elle aura 3 points. Si les 2 équipes trouvent la réponse, elles auront chacun 1 point. Et 0 pour s'il n'y a pas de bonne réponse, tout simplement. Sachant que nous énonçons à chaque fois un crime. C'est plus ou moins un crime, hein, selon les infos qu'on a. Voilà. Il a été annoncé qu'en septembre prochain, un célèbre showrunner va tourner sa nouvelle série entre l'héros et le gars. Qui est-ce? Mike Flanagan, le showrunner de The Haunting of Hill House, qui tournera sa nouvelle série horrifique sur l'Antiquité. Scott Frank, le showrunner du Jeu de la Dame, qui tournera sa nouvelle série avec Clive Owen en détective privé. Stephen Knight, le showrunner de Peaky Blinders, qui tournera l'adaptation d'un classique de Jane Austen avec Dev Patel. Ou Sam Esmail, showrunner de Mr. Robot, qui tournera les premiers épisodes de sa nouvelle série post-apo. Je les répète, le Mike Flanagan qui a fait Haunting of Hill House, Scott Frank qui a fait le Jeu de la Dame, Stephen Knight qui a fait Peaky Blinders ou Sam Esmail qui a fait Mr. Robot, lequel va tourner entre l'héros et le gars, sa nouvelle série. J'aimerais tant que ce soit Sam Esmail parce que j'adore ce qu'il fait. Je dirais troisième. Mais j'aurais dit troisième, c'est Jane Austen, c'est ça? C'est Stephen Knight qui a fait Peaky Blinders et qui va faire une adaptation de Jane Austen, oui, effectivement. Ah oui, voilà. Ah, tu vois, j'aurais dit le premier, mais je suis vraiment pas sûr. Mike Flanagan qui va faire une série horrifique sur l'Antiquité. Et le deuxième, c'était Scott Frank, le showrunner du Jeu de la Dame, qui va faire une série sur un détective privé. Je te suis, on dit le premier. Ouais, le premier. Mike Flanagan et chez vous? Le troisième. Stephen Knight. Eh ben, il n'y aura pas de point pour cette question ce soir, je suis désolée, c'était Scott Frank qui a donc fait le Jeu de la Dame, qui tournera sa nouvelle série non, pas horrifique, avec Clive Owen sur un détective privé. Il jouera un célèbre enquêteur des années 30 qui s'appelle Sam Spade et qui apparaît notamment dans le Faucon Maltais. C'est Humphrey Bogart qui le joue dans le Faucon Maltais. Super. Désolé, c'est pas grave, vous allez vous refaire. On arrive au quiz spécial et quiz spécial quoi cette semaine? Figurez-vous, quiz spécial, les remakes étrangers. Ah oui, ok. Par rapport à couper, évidemment. Okay. Donc, remakes étrangers sous-entend des remakes qui sont des remakes de films qui ne sont pas la nationalité du remake. D'accord. Voilà. D'accord, ok. Oui, d'accord. Donc il n'y aura pas de film remake de. Pas Ghostbusters. Il n'y aura pas de film américain remake de film américain, par exemple. C'est pas possible. Voilà. Forcément étranger. D'accord. La première question, c'est qui c'est celle-là? Je vais donner des noms de personnages. Il faut retrouver le film dans lequel sont ces personnages. D'accord. Si je vous dis Elena Marcos et Suzy Bagnon. Suspiria. Oui, absolument, Suspiria de Luca Guadagnino, qui est du coup le remake de celui de Dario Argento, hein, tout simplement. Vous passez à 6.
On passe à une réplique et film, tous à vos casques. Dans quel film peut-on entendre cette réplique qui est une bande-annonce? C'est plus haut que la dernière fois, non? Salut les amis. Salut. Et Thomas, il est pas là? Il va pas tarder. Je te battrai en partant. Je vois que ça vous inspire en tout cas. Hein, Ça fait 35 ans qu'on se connaît, et là on apprend en une fois que tu t'épiles le torse. je m'étais aussi calme aussi. Il nous fait des signes. Ouais, Simon il est là, parce qu'on l'a. On pourrait par exemple poser tous nos téléphones sur la table. Et tout ce qui arrive ce soir. Bah, c'est vrai, il y a un lien, mais bon. Oui, mais je vois très bien cette affiche, mais j'ai pas le nom. Ah, On l'a eu dans TCS ce film, ou dans ce cinéma, je sais plus. à couteau tiré? Non, c'est le truc C'est un français. film français, un remake français de Fred Cavaillé, et c'est un remake d'un film italien. Mais si je te montre le mien, tu me montres le tien. Simon. Mais qu'est-ce qu'il aime faire, Simon? Il essaie de donner des indices, Simon. Vous savez quelle émission il y a le mercredi matin ou pas? Une fois sur deux? À la Radio Campus? Le mercredi matin, une fois sur deux? Bah oui, il y a quoi comme émission à Radio Campus Montpellier? Il y a l'émission de Gaël Chamontin, amusez-vous bien. Qu'est-ce qu'on y fait dans cette émission? On fait des jeux de société. Voilà. C'est un indice palpable. Le film s'appelle... Il s'appelle Monopoly. Le grand jeu. T'as dit quoi? Le grand jeu. Pas loin. Le jeu. Le jeu, tout simplement, oui, le jeu de voilà, Fred Cavaillé. de Groot. Absolument, qui est un remake de Perfetti Scognocciuti de Paolo Genovese. Vous passez à 7. On arrive au résumé raté, donc je vais faire un résumé raté d'un film. Il va falloir retrouver le film que je résume. Dans une famille de pêcheurs, une seule personne aime le poisson, la fille. Indissociable de sa passion pour la pêche, elle s'est jouée de ses cordes de pêche pour faire de la musique. Pas de la harpe, mais plutôt de quelque chose de moderne. Ça c'est résumé raté. Eh bah oui. Pour jouer de la musique, pas de la harpe. Raph m'a demandé de rajouter au téléphone. C'est un remake d'un film français dans lequel joue une femme qui a perdu ses deux parents. Dans la réalité. Frère et sœur. Il a déjà un remake. L'actrice a perdu ses deux parents. Il faut savoir que Raph a un lien émotionnel avec cette actrice parce qu'il est très triste qu'elle ait perdu ses deux parents et il en parle très souvent. Ah bon? Voilà, vous saurez pour l'anecdote. Un remake d'un film français, ça parle de musique. Seule la fille fait de la musique. Mon cœur s'est arrêté, je sais pas. Mais non, Romain Duris n'est pas une femme. Oui, la famille Bélier, mais la version anglaise. Coda, absolument, le remake de la famille Bélier qui a eu l'Oscar du meilleur film quand même cette année, rappelons-le. Et donc Raph est fan de Louane parce qu'il est triste pour elle qu'il ait perdu ses deux parents, voilà. Vous passez à de l'équipe de Valentin et Hugo. On passe au jeu des synonymes. Alors là, j'ai pris un titre de film et j'ai remplacé tous les mots par des synonymes. Il faut retrouver le titre original du film. Si je vous dis un individu de type masculin totalement capable en altitude. Quoi? En altitude. Je suis toujours ravie de mes. Totalement capable en altitude. Un individu de type masculin totalement capable en altitude. Le premier truc qui me vient, c'est Cliffhanger. Mais on est toujours sur un remake, évidemment. Non, c'est un titre en français, hein, évidemment. C'est Everest, non? Non. Vraiment, j'ai remplacé chaque mot par des synonymes. Tu peux répéter. Un individu de type masculin, voilà, par exemple, un homme, totalement capable en altitude. Complètement, ou tout. Ou alors, je peux juste dire un individu de type masculin en altitude, si ça peut vous aider. Est-ce que Simon il l'a? Un homme en. Le sommet des dieux, non? Un homme en hauteur. Un homme. T'as dit quoi? Un homme en hauteur. T'es pas loin. Un homme en montagne. Un homme à la hauteur. Un homme à la hauteur, absolument, de Laurent Tiral. Je le prends pas le point, c'est Simon qui m'a aidé. Ah, il est honnête. Effectivement, c'est un remake du film argentino-brésilien Corazón de León. On peut pas me couper la vitre là. On arrive à Merci le Québec, je vais vous dire un titre québécois, il va falloir me trouver le titre original du film. Okay. Si je vous dis Sans appel. Sans abri. Non. Purée. Alors, le titre original est anglophone. Phone Game. Non. No Call, je sais pas. Non. En vrai, je trouve ça. C'est Guilty. Oui, absolument. J'allais dire, ça n'a pas de rapport avec le titre, mais j'imagine avec le film, j'ai pas vu. The Guilty, du coup, oui, effectivement, d'Antoine Fuqua, qui est un remake US du film danois Den Skildig. Skildig. C'est mieux, d'ailleurs. Voilà, le film danois. Et ben, on saura si on veut la regarder. Voilà. Vous passez à 8 points. On arrive au film qui baise ensemble. Alors. C'est complexe. J'ai pris 2 films. Ouais. J'ai collé leur titre. Pour que ça fasse un titre complet. Ouais. Et j'ai mélangé du coup les 2 pitchs. Je vais vous lire ce mélange des 2 pitchs, il va falloir me retrouver le mélange des 2 films. Si vous connaissez Adrien Méniel, vous connaissez ce jeu. Admettons, je vous fais un résumé qui mélange Thor Ragnarok et Rock'n'Roll. Ça vous fera Thor Ragnarok and Roll. Voilà. Je commence mon résumé. Dans un pays où le soleil ne se couche jamais, un chien attend son maître.
Insomniaque, ce petit Shiba espère le revoir bientôt. Mais son maître est un policier expérimenté et la mission passe avant tout, même cette adorable boule de poil. J'ai un film, Ouais. c'est Insomnia de Nolan, mais l'autre... Partage des infos. Ah, je me doutais que l'autre poserait plus problème. Un Shiba. Mais moi, il m'a marqué ce film. Enfin, j'ai C'est pas un vu, film mais- d'animation, non? Non, c'est un film en prise de vue réelle. Ah ouais, ok. Il y a un qui est Shiba. Alors, il y a un Shiba, ouais, sur D'accord. l'affiche même, là concrètement, et le film tourne autour du Shiba. Donc à partir de là, un Shiba qui attend son maître. C'est un mème le film, c'est. Je sais pas qui Ouais, a je son maître, comprends pas. mais je... Ça doit être un dessin animé, non? C'est un remake, non, c'est un film en prise de vue réelle. C'est un film américain avec Richard Gere. Ah ouais, et franchement, ça se lit bien sur les lèvres en plus. Ah ouais? hein. Ah ouais, ouais. Faut vraiment qu'il Ça arrête. fait ah, si. Donc un film avec Richard Gere qui est un remake américain de. Hachi. Oh, t'es pas loin. Mais du coup, va falloir lire les deux titres là. Hein. Insomniachi. Essayez, hein, essayez. Hein. Insomniachi. Insomniachi. C'est ça. Exactement. Le film c'est Hachi. Vous connaissez pas Hachi? Non. C'est un remake du film du même nom, d'un film japonais, et c'est avec Richard Gere, un Shiba, voilà. Et c'est apparemment très triste, même si je ne l'ai pas vu. Et du coup, Insomnia évidemment de Denis Villeneuve qui est un remake Non, de Nolan. de Nolan. J'ai marqué Villeneuve. De Nolan. Merci. Un remake du film du même nom. Voilà. Donc, est-ce que Simon t'a vraiment aidé Vincent ou pas beaucoup? Ah oui, complètement. Beaucoup, bon, je ne prends pas le point, je suis désolée, mais effectivement c'était Insomniachi. On passe au pas tourné. Une question, 5 propositions, chacun vous donnez votre réponse. D'accord. Simple et efficace. La question étant, lequel de ces films français n'a pas eu droit à son remake américain? Le Dîner de con, Le Père Noël est une ordure, Taxi, Nikita, Bienvenue chez les Ch'tis. Il n'a pas eu droit à son remake américain? Ouais. Du coup, là, on peut dire une réponse, là? Ouais. Je dirais bienvenue chez Ch'ti. D'accord. Je sais pas pourquoi, mais je dirais. Moi je dirais Nikita. Ouais, moi aussi. Ouais. Lequel n'a pas eu droit à son remake américain? Ouais, bah moi je dirais Nikita. Ok. Donc on a Bienvenue chez les Ch'tis à droite, Nikita à gauche. Il y a eu, je suis convaincu qu'il y a eu avec Will Smith normalement. Enfin, c'était prévu avec Will Smith, mais je sais pas si ça a été fait. Ah, peut-être pas, ça a pas été fait. Non, arrête de regarder Simon. Faut arrêter. Bon, c'est validé, c'est validé. Ok. Alors, le dîner de con, déjà, oui. Ça s'appelle The Dinner. Et c'est avec, je sais plus, ce sera sur l'affiche si elle apparaît. Avec Steve Carell notamment. Ensuite, nous avons Le Père Noël est une ordure. Oui, ça s'appelle Joyeux Noël avec Steve Martin. Taxi, évidemment, ça s'appelle New York Taxi, on en avait déjà parlé dans l'émission. Ah, c'est Nikita du coup? Nikita a eu son remake américain qui s'appelle Moon Code Nina. Ah, ouais, d'accord. Bienvenue chez les Ch'tis n'a pas eu un remake italien en fait qui s'appelle Bienvenido à Mais il devait y avoir un remake de Bienvenue chez les Oui, Ch'tis. il a été abandonné parce que les Américains ont dit de toute façon, voilà, il n'y a rien qui plaira aux Français, donc on abandonne. Voilà. Ouais, j'aime Quel cette dommage, intuition, quel mais dommage. Nikita, En tout je cas, sais ça pas. fait 3 points pour Bah, l'équipe de Valentin et Hugo. Même Léon, c'est un remake. C'est un remake d'un film. de C'est Luc Besson. possible. Ouais. C'est possible. Il sera pas dans le quiz, je vous avoue. Donc, D'accord. On passe au casting 5 étoiles. Je vais énoncer le casting d'un film, mais il faut retrouver le film qui possède ce casting. Michael Shannon, Johnny Galecki, Tilda Swinton, Noah Taylor, Jason Lee, Timothy Spall, Kurt Russell, Cameron Diaz, Penelope Cruz, Tom Cruise. Ah, Simon, ça suffit. Hein. Vraiment, même sans te regarder, je sens que... C'est pas Vanilla Sky? Oui, tout à fait, Vanilla Sky, qui est un remake du film espagnol Abre los ojos de 97. Ouais. Vous passez à 4. Musique de film, tout ça au casque. Dans quel film peut-on entendre cette musique? Eh ben, toujours aussi inspirant apparemment. On est toujours sur des remakes. Hein. Oui. Sur des remakes. C'est une musique de Roque Bagnos, je ne sais pas si ça vous aide. Ah bah si. Eh bah vas-y. Ah non. J'ai tellement cru. C'est un remake américain d'un film sud-coréen. Ah, Un film un truc comme les zombies là. Non, c'est pas, non, pas le dernier train pour Busan quand même. Non. Le film de base. Ah, Old Boy. Oui, absolument. Ah, et de bah. Park Chan-wook. Et Ouais. du coup, le remake est de Spike Lee. Vous passez à 5, effectivement. On faiblit là, Old on Boy. faiblit. On arrive au duel time. Donc là, il va y avoir des thèmes et des questions. Chaque chef d'équipe va choisir son thème, celui qui est en tête commence. Donc maintenant, tu vas commencer par choisir ton thème et répondre à la question. Benoît ne t'aidera pas. Vous pourrez répondre à 2. C'est votre avantage. Ah, bon. Vincent, tu as le choix entre l'Amérique, c'est l'Amérique, ou réalisateur. Oh là là. Choix compliqué pour une réponse aussi compliquée. D'autant plus compliqué, ouais, parce que réalisateur, je vais me faire avoir, je sens. Je vais dire l'Amérique, c'est l'Amérique.
Alors, question. Lequel de ces films américains est un remake d'un film étranger ? Cela sous-entend que les 3 autres films sont des films américains de remake américains. De films américains. Donc oui, sont tous des remakes, mais il y en a un seul qui sont tous des remakes de films américains, sauf un, c'est un remake d'un film étranger. D'accord. Scarface, La Mouche, Les Infiltrés, Ocean's 11. Les Infiltrés. Je note. Je ne l'ai pas précisé, mais vous gagnez 4 points si vous répondez juste, vous perdez 4 points si vous répondez faux. Et du coup, on peut ne pas répondre ? Non. Ah. Vous avez donc la question réalisateur. Question. Lequel de ces remakes de nationalités différentes n'a pas été réalisé par le même réalisateur ? Ok. Funny Games, LOL, The Grudge, M le Maudit. Attends, peut-on reposer la question ? Tout à fait. Lequel de ces remakes de nationalités différentes n'a pas été réalisé par le même réalisateur ? C'est-à-dire que je vous donne des films, il existe 2 versions, les 2 versions sont du même réal, oui. Sauf un. Funny Games, LOL, The Grudge, M le Maudit. Ouais, franchement, Funny Games, c'est sûr, il a eu son remake US avec Haneke. The Grudge, il y en a eu plein, donc forcément il a sûrement eu un remake. M le Maudit, franchement, Fritz Lang, refaire M le Maudit. Enfin, ça c'est vraiment une question piège ça. Mais LOL aussi, j'hésite entre LOL et M le Maudit, mais franchement je dirais quand même M le Maudit de Fritz Lang quand même. Parce que j'en ai jamais entendu parler d'un remake de Fritz Lang sur M le Maudit. Eh bien je note. Alors, nous allons commencer par vous. Funny Games, effectivement, Haneke a fait les 2 films. Ouais. Takashi Shimizu a fait les 2 The Grudge. Ouais. Lisa Azuelos a fait les 2 LOL. Ah. Et M le Maudit a eu un remake américain réalisé par Joseph Losey. Vous aviez raison, et du coup vous passez à 9. Merci Fritz Lang. Oh là là. Merci Fritz Lang. Vincent. Oui. Bon, Scarface, c'est un remake de Scarface de 32, mais c'est un film américain. Très bien. La Mouche, c'est un remake de The Fly de 58 qui est américain aussi. Très bien. Ocean's 11, c'est un remake de Ocean's 11 de 60 qui est également américain, effectivement. Par contre, Les Infiltrés, c'est un remake du film hongkongais Infernal Affairs, effectivement. Tu avais raison, donc vous gagnez également 4 points, vous passez à 13 et vous gagnez ce quiz, Vincent et Benoît, bravo. Eh ben, merci beaucoup Marie pour ce quiz. Avec plaisir. C'était serré. Il est déjà temps de conclure. Donc merci Vincent, Simon, mais aussi Samir et Marie d'avoir été en ma compagnie. Merci à Alissa depuis Cannes. Merci aussi à la régie avec Arnaud et Déborah. Merci à VHS Studio d'être venu et d'avoir participé au quiz. Si l'émission vous a plu et que vous voulez continuer à nous suivre, n'hésitez pas à nous retrouver sur Facebook, Instagram ainsi que sur YouTube et toutes les plateformes de podcast pour retrouver les replays des émissions. La semaine prochaine, Simon sera à l'animation avec 2 films, Top Gun Maverick et Les Crimes du Futur. Par la même occasion, les chroniqueurs ayant assisté au Festival de Cannes débrieferont leur voyage et leur bain. Comme d'habitude, on se quitte en musique avec toujours ma petite touche musicale. Ce soir, ce sera avec le morceau Did You See the Words de Animal Collective. Bonne semaine à vous. The Cinema Show, c'est tous les mercredis sur Radio Campus Montpellier et c'est encore un peu maintenant.
This mess is mine.